Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et notre invité aujourd'hui est le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Marc. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Christophe. Monsieur le Président, je veux commencer par le Niger. Voilà presque 2 mois qu'il y a eu un coup d'État. La CEDEAO menace d'intervenir militairement depuis 2 mois, mais rien ne se passe. Est-ce que ça veut dire que cette option militaire n'est plus sur la table? Alors, depuis la décision du Conseil, du sommet des chefs d'État, où un ultimatum avait été donné, bien entendu, toutes les options étaient sur la table, y compris l'option militaire. Étant entendu que c'est la dernière option à entreprendre, bon, depuis lors, évidemment, il y a eu des initiatives à la fois diplomatiques et des discussions underground sous la direction du Nigeria. Cette dernière option militaire ne saurait être faite que lorsque, véritablement, toutes les pistes auraient été épuisées et que, surtout, le pays qui est la nation cadre, dans ce cas, qui est le Nigeria, frontalier, lorsqu'il jouera son rôle dans cette option, les autres pays sont tout à fait prêts pour jouer leur partition. Donc elle reste Mais sur je la... pense que l'option est sur la table. Maintenant, quand est-ce qu'elle se fera? Ça, je ne sais pas encore. Alors, vous parlez toujours régulièrement avec le président Bazoum, j'imagine. Oui, absolument. Nous parlons, même avant mon arrivée ici, nous avons échangé. Alors justement, est-ce qu'il est toujours demandeur de cette intervention militaire ou est-ce que désormais il pourrait opter pour une solution diplomatique? Non, je crois que le président Bazoum, lui, il subit une situation. La CEDEAO avait considéré que c'était là un coup d'État de trop. Malheureusement, entre-temps, il y en a eu d'autres. Et c'est la CEDEAO qui avait pris la décision, d'abord de demander sa libération et sa réinstallation. Et c'est elle qui avait également donné un ultimatum. Donc je crois que dans cette affaire, le président Bazoum, certes, est un, j'allais dire, un objet sur cette cause qui se joue autour de lui, mais la décision ne lui appartient pas de dire il faut intervenir ou il ne faut pas intervenir. Bien sûr, il est concerné, mais moi j'ai espoir que la raison va finir par prévaloir et que la junte devrait prêter attention à ce qui se passe autour de nous pour ne pas finalement nous pousser à l'ultime décision qui serait une intervention militaire qui, du reste, n'est pas nouvelle dans le cadre de la CEDEAO. Mais je pense qu'il est encore possible d'avancer raisonnablement vers une solution. Alors le président nigérian, Bola Tinubu, a évoqué en effet des discussions avec les putschistes. C'était ce mardi à la tribune de l'ONU. Vous nous dites qu'il y a des discussions underground. Est-ce à dire que... il y a en ce moment des discussions entre Bola Tinubu et le général Tiani à Niamey. Et est-ce qu'une transition de quelques mois serait acceptable à vos yeux? Non, pour l'instant, c'est le président de la CEDEAO, Bola Tinubu, qui a en charge le dossier en tant que président en exercice. Et donc, il a déjà envoyé des émissaires. Il est aussi actif, je sais, sur la recherche d'une solution. Donc, moi, j'attends qu'il nous informe des résultats de ces différentes démarches pour que nous puissions apprécier, en définitive, et adopter une position commune. Donc, je sais simplement que le Nigeria fait tout pour trouver une solution par la voie diplomatique. Est-ce qu'on la trouvera? C'est ce que j'espère. Autrement, certainement, dans un délai qui ne va pas être lointain, nous devrons nous retrouver pour quand même évaluer la situation. On ne peut pas continuer à laisser un président élu être fait prisonnier chez lui. Un coup d'État qui est dans un état de ni coup d'État, ni retour à la situation ante. Donc, il va falloir évoluer. Pour la Guinée, pour le Mali, pour le Burkina, vous avez accepté de lever certaines sanctions de la CEDEAO en échange d'une transition à durée limitée, mais en fait, ce sont des transitions à durée plutôt... illimitée. Voilà. Oui, est-ce que vous ne regrettez pas une trop grande clémence de votre part?
on peut effectivement constater avec le recul que peut-être ce n'était pas la meilleure démarche, mais vraiment c'était une démarche de bonne foi, une démarche d'accompagnement. Maintenant, nous constatons un peu partout que les transitions en moyenne visent 36 mois. 36 mois, c'était un peu, si vous voulez, la durée du mandat du président Ibeka qui restait. La Guinée un peu s'est alignée sur cette fourchette. On peut considérer que chaque transition va essayer de viser cet objectif de 24 mois à 36 mois. Mais tout cela, je pense, si ce n'était pas le développement du terrorisme tel qu'il se manifeste aujourd'hui dans le Sahel, évidemment, les choses auraient été beaucoup plus faciles à gérer par la CEDEAO, qui, par le passé, au Burkina, a pu remettre le pouvoir immédiatement. J'étais président en exercice en 2015, après une semaine de putsch. Mais avec le développement du terrorisme, avec l'influence internationale sur l'Afrique, nos organisations sont neutralisées comme l'ONU est neutralisée sur les grandes crises. Parce que vous ne pouvez pas passer par le Conseil de sécurité, parce qu'il y aura un veto. Et du coup, l'impact des organisations régionales redevient assez faible sur la gestion des crises. Mais cela ne doit pas décourager la communauté pour prendre ses responsabilités face à ces crises. Le 3 juillet, Monsieur le Président, à la surprise quasi générale, vous avez annoncé que vous renonciez à briguer un troisième mandat parce que vous l'aviez promis, avez-vous dit, c'était votre code d'honneur. Mais franchement, vous qui êtes un homme de terrain, est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous avez fini par entendre la clameur de la rue et les conseils aussi des amis, des homologues dans le monde entier? D'abord, il est important de dire clairement que j'ai le droit, si c'était ma volonté. Juridiquement, rien ne m'empêchait de concourir pour un second quinquennat. On peut l'appeler troisième mandat, en fait. C'est un second quinquennat. Juridiquement, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, j'étais devant mes responsabilités, à savoir, est-ce que le jeu en valait la chandelle? D'une part, je l'avais dit parce que lors de la réforme, de la révision constitutionnelle, et avant ma réélection en 2019, j'avais écrit un ouvrage dans lequel j'avais promis, si j'étais réélu, de ne pas d'en faire un seul mandat de 5 ans. Donc, à partir de ce moment, le code d'honneur m'imposait, si tu voulais, de respecter ce choix, surtout que il y a une fausse polémique qui a été entretenue. On m'a prêté des intentions. Sur la base de ces intentions, on a voulu j'allais dire, peindre le Sénégal en noir, sa démocratie, alors qu'il n'en était rien. Donc, après avoir apprécié, j'ai estimé que la meilleure démarche était effectivement de ne pas tenter ce second quinquennat, qui est de droit, mais ce n'est pas parce que c'est de droit que je dois le faire nécessairement, surtout si ça doit coûter en vies humaines ou ça doit coûter au Sénégal sa légendaire démocratie. Oui, c'est ça. C'est parce que quand vous avez vu les manifestations, les morts, vous vous êtes dit il faut arrêter. Non, les morts, attention, les morts n'ont rien à voir avec le troisième mandat. Les morts ont été la conséquence des appels à des insurrections suite à des problèmes politiques, politico-juridiques, j'allais dire. C'est sur cette base qu'il y a eu des morts. Il n'y a jamais eu de manifestation contre le troisième mandat qui a entraîné un seul mort. Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les sujets. On va y revenir. Vous avez très récemment, le 9 septembre, la coalition Benno-Bokk-Yakaar a désigné votre Premier ministre, Amadou Ba, comme le candidat à l'élection présidentielle qui doit se tenir au mois de février. Cependant, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, ça ne fait pas l'unanimité. Est-ce que vous ne craignez pas que par ce geste, vous alliez fracturer votre coalition et donc affaiblir votre candidat? Mais non, je ne peux pas fracturer la coalition que j'ai mise en place, entretenue depuis 12 ans. C'est plus la vôtre. Ça n'a pas... Si, c'est la mienne parce que je reste le président de la coalition, je reste le président de mon parti. Je ne suis pas candidat, mais je reste le président du parti jusqu'à nouvel ordre, et le président de la coalition. Et j'ai reçu mandat de la coalition de désigner, mais j'ai voulu que ce choix soit collectif, qu'il soit discuté avec les différents acteurs, ce qui a été le cas. J'ai consulté les différents acteurs, d'ailleurs qui la plupart étaient de mon parti. Et c'est normal qu'il y ait des résistances, c'est normal. Mais au bout du compte, nous avons vu d'ailleurs les processus d'alignement et finalement d'acceptation. Bon, il y a encore 2 ou 3 qui pensent qu'ils doivent être candidats, mais c'est leur liberté, c'est leur droit.
Mais je pense qu'il y aura, avant l'élection, avant le dépôt des candidatures, encore des discussions qui permettront finalement d'arriver vers une convergence totale. À défaut, l'essentiel, en tout cas, a été bâti autour de cette candidature pour donner des chances à la majorité de l'emporter dès le premier tour. Oui, mais en février prochain, Monsieur le Président, sur la ligne de départ, il y aura quelques poids lourds de l'opposition, oui, comme Idrissa Seck, comme Khalifa Sall, comme peut-être Karim Wade. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas que votre candidat Amadou Ba, qui n'est peut-être pas un élu d'aussi longue date que ces poids lourds, qui n'est peut-être pas un homme de terrain comme certains de ses adversaires, eh bien, est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit battu? Amadou Ba est le candidat d'une majorité. Donc, certes, son poids personnel va jouer, mais il part avec l'atout que les autres n'ont pas, c'est d'avoir une majorité qu'il soutient. Et c'est tout cela qu'il faut mettre sur la balance. Ce n'est pas seulement la personne d'Amadou Ba qui est en jeu. Il a une majorité derrière lui, il a le soutien du président, qui est un acteur politique. Et donc, tout cela mis sur la balance devrait l'aider à pouvoir battre ses adversaires. Ousmane Sonko, pardon. J'ai dit c'est ma conviction qu'il gagnera. Alors, Ousmane Sonko, le président du PASTEF, a donc été condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Il était en prison. Il est également poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une opération terroriste. Alors, est-ce que, comme il le dit, c'est une cabale politique pour écarter un rival sérieux, ou est-ce qu'à vos yeux, Ousmane Sonko est un homme dangereux? Son dossier est pendant devant la justice. Je me défendrai de faire un quelconque commentaire là-dessus. Je voudrais simplement signaler qu'il y a quelques mois, on disait que tout cela était dû au fait que le président voulait faire un 3e mandat. Bon, maintenant, on ne parle plus de 3e mandat, mais on veut éliminer un adversaire. Ce sont des arguments qu'on peut entendre toujours sur la scène politique. Mais en ce qui concerne le dossier judiciaire, je ne ferai aucun commentaire dès lors qu'il est pendant. Et par conséquent, en tant que chef de l'exécutif, je ne peux pas me prononcer sur les affaires de la justice. Dans votre entourage, on entend parler d'accusations assez graves à son encontre, pas seulement juridiques, mais aussi d'associations peut-être avec la mouvance islamiste. Ça, ce n'est pas dans mon entourage, c'est des faits que tout le monde connaît. Donc, je pense qu'en tant que journaliste même, vous devez vous informer pour savoir les tenants et les aboutissants. Quels sont les faits? Ce que je sais, c'est que le Sénégal a fait l'objet d'une agression par différentes forces obscures pensant pouvoir mettre la main sur le pays. Et c'est une grosse illusion. Parce que le Sénégal est une démocratie solide. Et moi, je veillerai personnellement jusqu'à ce que je rende le pouvoir à ce que ce pays ne soit pas déstabilisé, et quels que soient les auteurs ou leurs complices. Et ça, c'est un engagement que j'ai fait devant les Sénégalais et que je respecterai. Maintenant, la justice, dès lors qu'il y a eu des chefs d'accusation, aura l'occasion de revenir sur tel ou tel fait. Et je ne veux pas commenter vraiment un dossier qui est pendant. Mais des forces obscures, vous voulez dire des forces islamistes? C'est ça. Il y a des forces islamistes, il y a des forces politiques, y compris en France. Donc c'est un conglomérat d'intérêts qui pensaient mettre la main sur le Sénégal. C'est une illusion et ils ont échoué lamentablement. Outre Ousmane Sonko qui est condamné en justice et qui donc est déclaré inéligible, il y a son parti, le PASTEF, dissous, qui est dissous depuis quelques semaines. Absolument. Et du coup, la société civile proteste. Quelle société civile? Vous avez par exemple un rapport de la plateforme Civicus Monitor qui dénonce, je cite, un rétrécissement de l'espace démocratique et des libertés publiques. Si l'élection... D'abord, je ne connais pas cette organisation. C'est la première fois que j'entends parler de cette société civile. Mais pour faire simple, si l'élection de février n'est pas inclusive, est-ce qu'elle ne risque elle est inclusive. En quoi elle n'est pas inclusive? D'être chaotique? Non, comment elle peut être chaotique? En quoi elle sera chaotique? L'élection est ouverte pour tous ceux qui peuvent y concourir et il appartiendra au Conseil constitutionnel, comme ça a toujours été le cas, de définir qui peut concourir ou pas. Et ça, c'est la loi. À partir du moment où ça va être fait, l'élection se fera comme toutes les autres élections précédentes,
Rappelez-vous qu'il y a Mais le des années, PASTEF, il y a d'autres acteurs qui n'ont pas participé. Le PASTEF représente une partie de l'opinion sénégalaise. Est-ce que l'élection pourrait être Mais inclusive ce parti en son est absence? dissous pour la bonne et simple raison que les partis ont des obligations. Un parti politique qui bénéficie de la loi ne peut pas appeler à l'insurrection à longueur de journée, ne peut pas poser des actes qui sont répréhensibles et qui sont condamnés par les lois. Et c'est très clair, la loi est très claire. Quand un parti sort de son droit, il est dissous. Ce n'est pas la première fois qu'un parti est dissous au Sénégal. Ensuite, il y a les voies de recours. D'ailleurs, je pense qu'ils sont allés à la Cour suprême. C'est ça, un état de droit. En France aussi, on dissout des organisations. Comment voulez-vous que dans une démocratie, on admette et qu'on accepte qu'un parti appelle tous les jours à la destruction de l'État et du pays et qu'on laisse ce parti évoluer? C'est aussi simple que ça. On n'a fait qu'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Nous sommes à New York, Monsieur le Président, nous sommes au siège de l'ONU, enfin tout à côté. Est-ce qu'à l'avenir, puisque vous serez libre à partir du mois d'avril, est-ce qu'à l'avenir, le poste de secrétaire général des Nations Unies est une responsabilité que vous pourriez accepter d'assumer si plusieurs pays vous le demandent? Je ne sais pas encore, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent du poste de secrétaire général des Nations Unies. Peut-être c'est leur volonté, c'est ce qu'ils souhaitent me voir faire plus tard. D'abord, ce n'est pas simple pour être secrétaire général des Nations Unies, vu la géopolitique, les rotations, tout ça est très compliqué. Pour le moment, ma priorité n'est pas à ce niveau, mais si demain, plus tard, il y a une demande de cette nature, pourquoi pas, mais ce n'est pas vraiment une première vocation, je peux vous le dire. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci Et à vous. merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.